Tout bien pour l'instant. Les perspectives, ça serait de créer un réseau de champignonnières en fait dans Paris, parce que l'idée c'est vraiment de rester dans Paris intramuros, de produire dans Paris intramuros et de vendre dans Paris. Donc l'idée, ça serait de créer un réseau de champignonnières pleurotes de Paris, un peu de partout dans la capitale, dans des lieux inoccupés, dans des lieux vacants ou peu ou pas valorisés. Voilà, l'idée, ça serait vraiment de créer un petit réseau comme ça. À terme, ça serait vraiment mon objectif. Et puis de pouvoir travailler avec des gens, typiquement des réfugiés qui sont ici, et de les former à la culture de champignons, qui est encore un domaine assez vraiment méconnu du grand public. Même si beaucoup de gens aiment les champignons, ils ne savent pas vraiment comment ça pousse. J'ai remarqué au fur et à mesure des discussions. Donc ouais, l'idée à terme, ce serait vraiment ça, de créer un réseau de champignonnières dans Paris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Le premier conseil, ça serait de ne pas avoir peur, parce que j'ai clairement quitté une zone de confort. J'avais un salaire qui tombait tous les mois, j'allais au bureau tous les matins. Le premier conseil, ça serait de ne pas avoir peur en fait, de se lancer et puis advienne que pourra. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Zida, fondateur de Les Pleurotes de Paris. Bonjour Alexandre. Bonjour Baptiste. Merci de m'accueillir ici. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Ouais, alors en quelques mots, comme vient de le dire Baptiste, je m'appelle Alexandre Zida, j'ai 30 ans. J'habite à Paris depuis maintenant 5 ans et je suis le fondateur de la société Biofield qui vend les pleurotes de Paris. D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours avant de parler un peu plus de Biofield et des pleurotes de Paris ? Alors, de formation, à la base, je suis géographe urbaniste. Donc, j'ai fait des études d'aménagement du territoire à Aix-en-Provence. Et je suis venu à Paris pour travailler, comme beaucoup de gens. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un cabinet d'architecture qui s'appelle Space Environnement. Et suite à ça, j'ai démissionné et j'ai créé ma société, Les Pleurotes de Paris. Et comment t'es venu l'idée de te lancer là-dedans ? T'étais géomètre, tu n'avais rien à voir avec l'industrie. Ouais, ça avait rien à voir, mais c'est quand même un peu lié parce qu'on parle de valorisation de déchets, donc c'est un champ qui rentre dans l'urbanisme. Et en fait, l'idée, elle m'est venue un peu de fil en aiguille, je tâtonnais, je voulais faire quelque chose, je voulais monter un projet. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser aux déchets, et notamment ce produit en ville, et le marc de café du coup. Et de fil en aiguille, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec du marc ? Et j'ai vu qu'on pouvait faire des champignons et je suis parti de là. Juste comme ça ? Exactement, juste comme ça. Tu es parti de ce constat-là, mais je veux dire, c'est toi tout seul à côté de ton travail qui t'es dit, je vais étudier les déchets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au départ, j'avais la genèse du projet, elle remonte pour dire les choses. En fait, à la base, j'avais un projet qui devait se passer en Afrique, au Burkina Faso, de compostage. Et ça s'est pas vraiment fait, ça a été compliqué, sachant que j'habitais en France et je devais faire les allers-retours. Et du coup, j'ai décidé de créer un projet de compostage en France. Et au final, le compostage s'est transformé en valorisation du marc de café. Mais effectivement, oui, je me suis, entre guillemets, levé un matin en me disant, je vais faire ça. C'est un petit peu ça. Et le compostage, on sait qu'il y a beaucoup de savoir autour, c'est pas une science. Comment tu as pu te renseigner là-dessus et creuser dessus ? J'ai fait une formation, tout simplement. En fait, j'ai commencé à m'auto-former et puis j'ai vu qu'il y avait des formations là-dessus parce que c'est encore un peu méconnu du grand public. Et du coup, j'ai demandé une formation auprès de Pôle emploi qui m'a financé une partie de la formation. Et du coup, j'ai fait donc la formation de guide composteur et ensuite maître composteur. Et c'est ça qui m'a permis de lancer mon projet parce que j'avais aucune compétence en matière de biodéchets. Et ça dure combien de temps une formation de maître composteur ? Qu'est-ce qu'on apprend durant cette formation ? Guide, ça dure, je crois, 3 jours ou 2 jours. Et maître composteur, c'est 10 jours. Donc en tout, une quinzaine de jours. Donc c'est assez rapide, mais assez dense quand même. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend les bases de la gestion du biodéchet, tout simplement. Qu'est-ce qu'un biodéchet ? Comment on peut le valoriser ? Comment monter une opération de compostage ? Voilà, c'est assez intense, mais c'est très enrichissant et c'est ce qui m'a permis en fait de démarrer ce projet-là parce que j'avais aucune base. C'est intéressant du jour au lendemain de se dire allez, je pars à l'aventure. Clairement, je me suis lancé comme ça. Et non mais c'est fou quand même. Et donc là c'est la première étape, le déchet. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait Biofield, parce que ça c'est que la première étape, la collecte de la biomasse, et ensuite pour créer
un champignon dans ton cas. Est-ce que tu peux expliquer ce que vous faites aujourd'hui, ce que tu fais autour de ce projet-là? Il n'y a pas de souci. En fait, l'idée de Biofield, c'est de collecter du marc de café auprès de restaurants et d'entreprises et de valoriser ce marc de café en substrat de culture pour faire pousser des pleurotes. Donc l'idée, c'est vraiment de récupérer un déchet pour en créer une ressource, si je puis dire, pour moi en tout cas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que 2 fois par semaine, on va chez nos établissements partenaires, qui sont des restaurants et des bureaux. Ensuite, on vient donc ici à la caserne boulevard Excellence pour transformer ce marc de café. Donc ça, c'est la genèse du projet. Il est né, voilà, l'idée, c'était de recycler uniquement du marc. Voilà. Et je sais qu'il commence à avoir des lois sur justement que les entreprises doivent payer pour leurs déchets. Est-ce que les entreprises partenaires, elles doivent te payer pour collecter ces déchets-là, ou comment ça se passe au niveau des restaurateurs? Non, pas du tout. En fait, la loi aujourd'hui, elle est très peu appliquée parce que c'est des seuils qui sont assez énormes en termes de biodéchets. Moi, les entreprises me payent pas et je ne les paye pas non plus pour récupérer le marc. L'idée, c'est vraiment de faire une boucle, c'est de récupérer le marc et de leur revendre les champignons à un tarif préférentiel. Mais en tout cas, il n'y a pas de paiement au niveau du marc de café, clairement pas. D'accord, et donc tu viens de dire que tu les revendais avec un tarif préférentiel, donc il y a une économie circulaire avec les restaurateurs à qui tu revends les champignons. C'est ça, exactement. L'idée, c'est de faire une boucle. C'est une belle boucle. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu vends aussi tes champignons à d'autres gens que les restaurateurs ou à d'autres? Oui, alors je les vends en particulier. Alors pour l'instant, de manière épisodique, parce que je viens de démarrer et forcément, j'ai pas des grosses quantités. Et là, je viens d'obtenir une place sur le marché d'Anvers, donc dans le 9e arrondissement. Je vais pouvoir les vendre aux particuliers à partir de mi-novembre à peu près. Mais sinon, pour l'instant, je travaille que avec des restaurateurs, donc je fais que du B2B pour l'instant. D'accord. Voilà. Bon, B2B, pour ceux qui ne savent pas, c'est business to business. Non, mais il n'y a pas de souci. On est là pour expliquer. Donc, c'est les entreprises qui vendent aux entreprises, tout simplement. Et donc, en plus de ça, tu vas vendre au marché maintenant, vraiment comme un une producteur. Fois par semaine, c'est ça. Comme un producteur, c'est ce que je suis. Je suis devenu un producteur, un agriculteur urbain, comme on dit, même si j'aime pas trop ce mot. Mais oui, je suis devenu un producteur et je vais pouvoir vendre ma production aux clients une fois par semaine. Et pourquoi t'aimes pas cette expression d'agriculteur urbain? Parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé, on l'utilise un peu partout. C'est un peu le terme à la mode, agriculteur urbain. Il existe ce terme, il est là, mais c'est un terme que j'apprécie pas particulièrement. Agriculteur tout court, même si c'est en ville, voilà. Producteur. Voilà, exactement. Et donc là, tu as eu l'idée. Tu as fait une formation, tu as commencé à tester, tu as rapidement trouvé des partenaires pour récupérer le marc. Est-ce que tu n'avais jamais fait de champignons, je suppose, avant? Ah non, jamais. jamais. Et là, comment on commence à faire des champignons? Comment on s'entraîne? On teste, on fait des expériences, on met une petite blouse blanche, un petit masque, et puis on fait des essais. Moi, j'ai commencé chez moi, dans mon appartement. Alors au début, c'est un petit peu ridicule, parce qu'on sait pas trop ce qu'on fait, on essaye. Puis au fur et à mesure, on voit que ça commence à prendre, on lit, on se documente, on regarde des vidéos. Et en fait, de fil en aiguille, on comprend le processus, on comprend comment ça marche, on comprend les erreurs. Et puis un beau jour, il y a des champignons qui sortent. Ok. Et rapidement, tu as trouvé des restaurateurs qui étaient plutôt chauds pour le projet. Ça s'est passé comment, cette partie-là? Assez rapidement, j'ai la chance d'avoir un ami qui était avec moi au lycée, qui est devenu chef aujourd'hui. Donc, il travaille pour le chef étoilé, Monsieur Rostand, qui m'a présenté du coup au chef exécutif en fait du restaurant, enfin du groupe Rostand. Et ils ont été de suite emballés par le projet. Donc en fait, j'ai commencé par eux, ce qui est une très belle porte d'entrée pour un projet comme le mien. Donc aujourd'hui, je travaille avec un de leurs restaurants qui s'appelle Octopus, qui est à La Défense. Et en fait, ça a démarré vraiment par eux. Ça a été mes premiers clients. Okay. Et premiers partenaires aussi, d'ailleurs. Ouais, donc dans la boucle. Exactement. Et est-ce que là, justement, tu aurais des conseils à donner à des gens qui voudraient... un peu comme ce que tu as fait, au final, tu as quitté ton job pour te lancer dans une aventure où tu n'avais au final, on va dire, aucune compétence. Tu n'as pas fait d'études du tout. Dans les champignons, dans le compost, où tu as fait une formation. Est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas encore aujourd'hui? Des conseils, le premier conseil, ça serait de ne pas avoir peur. Parce que j'ai clairement quitté une zone de confort. J'avais un salaire qui tombait tous les mois, j'allais au bureau tous les matins. Et
le premier conseil, ça serait de pas avoir peur en fait, de se lancer et puis advienne que pourra. Mais c'est vraiment le premier conseil, parce que tout le monde dit mais c'est fort ce que t'as fait, oui, mais faut pas avoir peur en fait, c'est juste ça. Faut prendre son courage à deux mains et quitter sa zone de confort et accepter de galérer, hein, parce que c'est le cas, hein, quand tu montes une entreprise, ça marche pas du jour au lendemain, faut travailler. Et voilà, donc le premier conseil, c'est inhiber sa peur, si je peux dire. Foncer. Exactement. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, justement, en sortant de cette zone de confort dans ce début d'aventure ? Le plus dur, ça a été de me former, de m'auto-former, parce que j'avais aucune compétence. Et ça a été vraiment le plus dur, parce que je suis reparti à zéro. J'ai eu l'impression de reprendre mes études, en fait. Je sortais d'un master, et puis tu te dis, tu replonges dans les livres. Donc le plus dur, ça a été vraiment de me former, de comprendre comment cette culture fonctionnait, sachant que c'est un milieu qui est assez opaque. Moi, j'ai pas été aidé, en fait. Donc j'ai tout fait quasiment tout seul, et le plus dur, ça a été de comprendre comment on faisait pousser des champignons. Exactement, ce qui est la base de mon projet, donc ça a été le plus dur, oui. Sachant qu'il y a des gens qui font ça pendant... Exactement. Il y a des usines, des champignonnaires en Dordogne où c'est des vraies usines, quoi. Exactement, donc oui, ça a été moi j'ai été tout petit, j'étais là, je dis comment je vais faire. Puis j'ai ouvert des livres, j'ai regardé des vidéos, et puis j'ai lu énormément d'articles, notamment dans la littérature anglo-saxonne, parce qu'en France, il y a visiblement pas beaucoup d'articles là-dessus. Donc le plus dur, ça a été ça. Ça a été clairement de me lever de mon bureau et de me dire, faut que tu fasses des champignons maintenant, parce que c'est bien beau de collecter du marc de café, mais s'il n'y a pas de champignons derrière, ça sert à rien. Maintenant, parlons justement de comment faire des champignons. Oui. Parce que aujourd'hui, tu fais tes champignons à Paris. C'est ça. Dans une ancienne caserne. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer le processus de A à Z ? On a bien compris que tu collectais le marc dans les restaurants, mais comment concrètement tu vas valoriser ton déchet et créer des champignons ? Combien de temps ça prend ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors techniquement parlant, pour faire pousser des pleurotes, ça peut paraître simple comme ça, parce que souvent les gens pensent que je plante une graine dans le café et puis il y a des champignons. Non, il y a beaucoup de facteurs en fait qui entrent en jeu. Donc pour faire simple, je collecte le marc. Ensuite, il faut le pasteuriser. Donc le pasteuriser, c'est-à-dire le chauffer pour éliminer les mauvaises bactéries et les mauvais champignons qui sont déjà présents dans le marc. Je le pasteurise avec des copeaux de bois. C'est un mélange en fait, c'est un mélange de copeaux et de marc de café. Une fois que c'est pasteurisé, je vais le mettre dans des seaux. Et ensuite là, je vais appeler ça la graine de champignon, ce qu'on appelle le mycélium. Je dis la graine parce que c'est beaucoup plus simple. Donc le mycélium, en gros, c'est la graine de champignon de pleurote. Donc cette graine est mélangée avec le substrat de culture. Ensuite, ce mélange, il va partir pendant 1 mois dans le noir. Donc en fait, l'idée, c'est de laisser reposer le champignon, enfin reposer, même plus que ça, parce qu'en fait, il va dévorer le marc de café et les copeaux de bois pendant 1 mois dans le noir. C'est comme s'il était sous le sol, en fait. Donc il va manger tout ce qu'il trouve. Une fois que cette phase d'incubation est terminée, le substrat devient tout blanc. En fait, le mycélium, qui est blanc de nature, va en fait apparaître sur toute la surface du substrat. Une fois que c'est tout blanc, là, on va changer les paramètres. Donc, c'est-à-dire que là, on va le mettre à la lumière, on va mettre de l'humidité et on va ventiler. Une fois que c'est fait, donc ça dure à peu près 1 mois et demi. Une fois qu'on a transféré les champignons dans les nouveaux paramètres, là, les pleurotes vont sortir. Donc là, je vulgarise un petit peu parce qu'il faut vraiment comprendre, c'est un système assez complexe, mais voilà, globalement, c'est ça. Et là, la pleurote, on va dire qu'il y a un mois de fermentation. C'est ça. Et après, ça prend combien de temps, justement, quand tu remets de la lumière et de l'humidité ? Une quinzaine de jours. Ok, donc c'est un processus qui est quand même assez rapide. Assez rapide, oui. Assez rapide. Et là, tu as tout le marc de café. Tu dis que le mycélium, donc la graine de champignon, va se nourrir de la marc de café. C'est ça. Donc il disparaît entièrement ou tu as quand même des restes Non, il reste, si on découpe le substrat, il reste le marc de café. On peut voir la paille et le marc de café. Le substrat est encore foncé. C'est juste que le mycélium, en fait, c'est répandu en fait, dans le marc de café. Et du coup, il y a un réseau de filaments tout blanc, ce qu'on appelle le mycélium. Mais le marc de café est toujours présent. Il est toujours là. Ok. Et ça, est-ce que tu peux
encore une nouvelle fois le recycler comme du compost C'est ça, exactement. En fait, on parle de boucle, il y a une autre boucle avec ça. En fait, ça devient un amendement. Donc, moi, je le composte ici, sur site. Et ensuite, j'ai fait appel justement à un réseau de guides et de maîtres composteurs qui viennent récupérer en fait cet amendement pour justement le mettre soit dans leur jardinière, dans leur composteur ou des agriculteurs. Là, j'ai fait un partenariat aussi avec quelqu'un qui végétalise en fait les toitures et qui vient de temps en temps récupérer ce compost en fait. Donc là, la boucle est vraiment bouclée. Alors, le coup, là, il y a rien qui est perdu. Ça. Exactement. C'est l'idée de l'économie circulaire. Ouais, mais c'est assez impressionnant de voir que vraiment il n'y a rien qui est perdu. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tout est réutilisé. Et ton champignon, donc là, après, tu vas le vendre. Et là, est-ce que... Bon, je pense que tu as déjà eu des productions qui sont passées. Est-ce que tu as eu des retours dessus Oui, j'ai eu des très bons retours. J'ai eu des retours dans le sens où le champignon, il est frais. En fait, il est cueilli et vendu dans la foulée. Donc, il n'est pas imbibé d'eau. Il rend très peu d'eau par rapport aux autres champignons. Et du coup, j'ai eu pour l'instant que des très bons retours. Ça, c'est indéniable. Et c'est en grande partie parce que c'est une culture locale et que ça ne voyage pas, en fait. Ok. Donc, même en termes de coût pour, je sais pas, le restaurateur, est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à un champignon qui vient peut-être de plus loin ? L'intérêt pour le restaurateur, il est là parce que, comme je le disais, c'est une culture locale. Il suffit que le restaurateur soit un petit peu ancré dans ces processus-là de développement durable pour qu'il puisse y trouver un intérêt déjà personnel et puis commercial. Les pleurotes de Paris, c'est bio, j'ai été labellisé bio et c'est local. Donc l'intérêt, il est autant marketing que gustatif, ça clairement. Tu viens de parler d'une chose importante qu'on n'a pas évoquée dans ce sujet-là, c'est même dans ce podcast, c'est le label bio. Oui. On sait que c'est compliqué à avoir, c'est pas comme ça, on l'a pas en claquement de doigts. Non, il y a un audit qui est fait. Voilà, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe pour avoir ce label ? Parce qu'on sait qu'il y a des agriculteurs qui veulent pas l'avoir, parce que ça a un coût, ça prend du temps. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce processus-là ? Alors, moi, je l'ai découvert aussi il y a pas très longtemps, tout ce monde du bio. En fait, il faut candidater, il faut déposer un dossier. Il y a une auditrice suite à ça qui vient en fait auditer sur place, regarder tout le process de culture. Donc, auditrice ou auditeur. Donc, en fait, cette personne vient et regarde tout le process. Donc, elle regarde les factures aussi, parce qu'on peut acheter des produits chimiques en cachette. Donc voilà, donc elle audite et elle regarde en fonction, c'est-à-dire pour faire ça, vous mettez quoi, vous avez acheté quoi, où ça, comment, est-ce que vous avez la facture, est-ce qu'il y a des produits chimiques dedans, etc. Donc c'est un contrôle qui est assez poussé quand même. Et suite à son audit, elle rend un avis favorable ou défavorable. Donc moi j'ai eu l'avis favorable parce qu'effectivement dans ma culture c'est pas très compliqué, il y a du café et des copeaux de bois, le mycélium est sans OGM, donc c'était assez simple, et sachant que c'est de la culture hors sol, parce que pour des agriculteurs qui ont vraiment des champs en pleine terre c'est compliqué s'il y a eu des produits chimiques ou si le sol a été pollué. Donc voilà, après c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir un registre, il faut tenir des cahiers et on peut être surtout contrôlé à n'importe quel moment. Ok, et ça a duré combien de temps cette audit là ? L'audit ça dure 2-3 heures à peu près. Ok. Voilà. Donc ça c'est pas non plus... Non, pas du tout. Hyper contraignant. Il y a un point important qu'il faut noter, c'est l'environnement de la culture de tes champignons. Ouais. Et tu as la particularité d'être dans un lieu qui était une caserne avant. Oui, c'est ça. On sait que c'est hyper important. Aujourd'hui, si vous regardez des vidéos sur Internet, comment on fait pousser des champignons, c'est souvent dans des anciennes carrières. Ouais. Comment toi, tu as trouvé ce lieu ? Et est-ce que, je sais pas, la ville aussi t'a aidé, t'a poussé ? Est-ce qu'il y a eu des aides là-dessus ? Comment c'est passé pour trouver ton lieu de production ? Alors pour le lieu, je l'ai trouvé tout bêtement. En fait, c'est une copine qui m'a parlé de cet appel à projet, parce que c'était un appel à projet pour venir ici. Donc l'idée, pour vous situer un peu, c'est de mixer des entrepreneurs avec des réfugiés. Et du coup, ils cherchaient des entrepreneurs, ils ont lancé un appel à projet, donc c'est Aurore, l'association Aurore et Plateau Urbain qui ont lancé cet appel à projet. Et on m'a parlé de cet appel à projet. Donc j'ai tout simplement candidaté, envoyé mon dossier, suite à quoi il y a eu un oral. Donc en gros, il fallait un petit peu expliquer le projet, le pourquoi du comment. Et la réponse a été positive. Donc j'ai trouvé les locaux comme ça. Au départ, j'avais candidaté pour avoir des caves. Sauf qu'il s'est avéré que pour aménager les caves, emmener l'eau, l'électricité, c'était un peu compliqué. Et au final, je me suis retrouvé dans les anciennes cellules de garde à vue qui sont derrière nous,
Et du coup, j'ai démarré comme ça, avec les 4 cellules qui sont derrière nous. Et donc les cellules sont un lieu propice exactement, pour mettre... Exactement, c'est du béton, les murs sont extrêmement épais, il y a un taux d'humidité qui est naturellement parfait. C'est tout ce qu'il fallait en fait. Ça se rapproche d'ailleurs, les cellules se rapprochent d'une cave en termes d'hygrométrie, de ventilation, de température. Donc c'était vraiment le lieu idéal pour le coup. Et là, tu as noté un point important, c'est que du marc de café, tu as l'air d'en avoir quand même beaucoup, en abondance. Tu as un lieu propice pour faire pousser tes champignons. Ouais. Est-ce que tu peux encore grandir la production ? Comment ça va se passer à ce niveau-là ? Oui, je pourrais l'agrandir parce que typiquement là j'ai 4 cellules et j'ai loué une cave encore en dessous des cellules. Donc l'agrandir c'est tout à fait possible, sachant que des caves sur le site il y en a un peu partout. Donc c'est pas un problème, mais pour l'instant c'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment de me concentrer sur le peu d'espace que j'ai et maîtriser ma culture et voilà, et organiser vraiment la vie de ma société par rapport à ce que j'ai. L'idée du développement elle est pas encore là. Parce qu'aujourd'hui là, est-ce que tu arrives déjà à vivre de ton projet ou... Non, j'en vis pas, vis pas. Ça c'est clair. Hein, au bout de 6 mois, je pourrais, ça serait beaucoup trop beau. Non, j'en vis pas encore. En 6 mois, t'as quand même déjà on va dire trouver des gens qui voulaient acheter des champignons, oui, clairement, un lieu de production, donc c'est déjà tu commences à faire des champignons, c'est quand même oui, c'est déjà bien, c'est déjà bien, oui, clairement, oui, ça c'est clair. Et là tu penses que qu'est-ce qui va te manquer pour justement que ton projet soit viable à moyen terme? Ce qui me manquera, comme on vient de le dire, ça sera sans doute l'espace à un moment donné, hein. Ça c'est sûr, parce que là j'ai 4 cellules de 5 mètres carrés chacune. Forcément il y a un moment où ça va bloquer, mais tant mieux, c'est que du positif. S'il me manque de l'espace, c'est bon pour moi, donc ça sera pas un problème, on verra en temps et en heure. Et là avec justement, donc ça fait, t'as dit 5 mètres carrés par cellule, donc ça fait 20 mètres carrés, là t'arrives à produire, pour l'instant, bon c'est le début, tu dois apprendre encore et à te perfectionner. T'arrives à produire combien de champignons Bah pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas vraiment quantifié, sachant que j'ai eu des gros problèmes de production au mois d'août avec les épisodes caniculaires qu'il y a eu en juillet, en août. Donc la production s'est arrêtée, j'ai dû en jeter une partie. Mais là, globalement, typiquement, là, j'ai cueilli avant que t'arrives 3 kilos de champignons pour aujourd'hui. Demain, ce sera sans doute pareil. Voilà, c'est pour l'instant assez aléatoire, mais l'idée, c'est de produire à peu près 20 kilos par semaine. Ok. Voilà, à peu près. Et même toi, donc en ville, t'es impacté par les événements climatiques au final, comme un agriculteur, on va dire, à la campagne. Exactement. J'y pensais pas en arrivant, en me disant, c'est de la culture en intérieur, donc je suis à l'abri. Mais effectivement, les épisodes caniculaires ont eu raison des murs de béton. Enfin, c'était la chaleur, la température, elle est montée à quasiment 28 degrés dans les cellules. Et comme c'est contre mon projet de climatiser, j'ai pas utilisé de climatiseur et forcément il y a eu des gros soucis à ce niveau-là. Mais effectivement, j'ai été impacté au même titre qu'un agriculteur qui est victime d'une canicule n'importe où dans la France, quoi. Donc effectivement, c'est pas parce que c'est en intérieur qu'on est. Alors on est protégé effectivement des intempéries type pluie, voilà, mais effectivement la chaleur, on peut rien faire. Ok, non, mais c'est quand même un point important. Oui, clairement, pour tous les gens qui font de l'agriculture humaine, s'ils sont pas épargnés par les aléas climatiques. Exactement. C'est en intérieur. Exactement. Bon, de toute façon, ton projet, il est jeune encore. Ouais. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais à 5, 6 mois, voire 1 an ? C'est quoi les perspectives pour ce projet-là qui avance quand même bien ? Ouais, qui avance plutôt bien pour l'instant. Les perspectives, ça serait de créer un réseau de champignonnières en fait dans Paris, parce que l'idée c'est vraiment de rester dans Paris intramuros, de produire dans Paris intramuros et de vendre dans Paris. Donc l'idée ça serait de créer un réseau de champignonnières pleurotes de Paris un peu de partout dans la capitale, dans des lieux inoccupés, dans des lieux vacants ou peu ou pas valorisés. Voilà, l'idée ça serait vraiment de créer un petit réseau comme ça à terme, ça serait vraiment mon objectif. Et puis de pouvoir travailler avec des gens, typiquement des réfugiés qui sont ici, et de les former à la culture de champignons, qui est encore un domaine assez vraiment méconnu du grand public. Même si beaucoup de gens aiment les champignons, ils ne savent pas vraiment comment ça pousse. J'ai remarqué au fur et à mesure des discussions. Donc ouais, l'idée à terme, ce serait vraiment ça, de créer un réseau de champignonnières dans Paris. Et donc tu viens de dire qu'il y aura aussi un aspect social. Oui, clairement. Oui. Clairement, ça rentre dans les lignes du projet depuis le début. C'est juste que là, c'est trop jeune et je parle pas encore d'embauche. Là, il y a ma sœur qui m'a rejoint depuis 1 mois maintenant. Donc là, on est 2, du coup.
Mais oui, il y a un aspect social. Il y a un aspect social dans le projet. Oui. Ok, donc ton rêve, c'est d'avoir un réseau de champignonnières parisiens et de permettre à des gens de se réinsérer dans... Exactement. Bon, la boucle va même plus loin que... l'idée, ouais. Ok, bon, c'est quand même super chouette. Et est-ce que tu penses qu'on parle beaucoup de l'agriculture urbaine, justement, c'est un terme que l'agriculture urbaine que tu n'aimais pas trop, parce que ça englobe un peu tout, on entend beaucoup parler. Aujourd'hui, on voit que c'est complémentaire de l'agriculture conventionnelle. Est-ce que... Bon, je pense que des espaces vides comme des caves, il doit en avoir plein à Paris. Il y en a, ça c'est sûr. Et est-ce que tu peux... Bon, on se doute bien que tu vas pas faire tous les champignons de Paris à toi tout seul, mais est-ce que, on va dire en termes de volume, ça peut être quelque chose d'assez conséquent si tu arrives à déployer ce modèle-là Oui, clairement. Si j'arrive à structurer comme je le vois et comme je l'entends, oui, je pourrais dégager du volume, clairement. Après, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de caves vides à Paris. Même moi j'en ai une qui est vide, donc c'est clair que si j'arrive à structurer un réseau de champignonnières dans les caves, oui, il y a possibilité de faire beaucoup de choses, clairement. Ce qui est fou dans ton projet, c'est que tu valorises deux choses que tout le monde s'en fiche, on va dire. C'est du déchet. Bon, on se rend compte qu'il y a quand même une vraie valeur ajoutée dans le déchet, et aussi des lieux aujourd'hui qui servent à rien parce qu'ils sont froids, ils sont un peu austères. Oui, ils sont inutilisés, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui... Enfin, moi, ma cave, à part mettre des vieilles affaires, il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Donc oui, c'est des lieux qui aujourd'hui n'intéressent pas grand monde. Dans ce podcast, on veut toujours donner des conseils aux citoyens. Bon, je pense que déjà, tu en as donné plein sur les gens qui veulent se lancer au projet et comment un peu foncer. Bon, tu as des champignons bio. Est-ce que tu peux nous dire justement comment on peut bien sourcer ces champignons? Parce que peut-être que moi je connais pas toutes les méthodes pour faire des champignons. Il y a peut-être qui sont faits comme dans une usine, qui sont un peu moins qualitatifs. Est-ce que tu peux déjà nous donner des conseils d'achat sur le champignon? Le premier conseil que je donnerais, ça serait de regarder l'origine, parce que la plupart des champignons qu'on mange, ils viennent des Pays-Bas ou des pays d'Europe de l'Est. Ils voyagent 3-4 jours en camion frigo, ils s'imbibent d'eau, et une fois qu'ils sont dans notre casserole, en fait, ils n'ont plus aucun goût. Donc pour moi, le premier conseil, ça serait de regarder l'origine, et notamment Origine France, c'est le mieux. Donc ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil, alors les champignons bio, il n'y en a pas de partout, parce qu'il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein d'agriculteurs qui veulent pas le label bio et qui s'en foutent, clairement. Donc s'il est bio, c'est bien, ça veut dire que le substrat utilisé, il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Mais vraiment, le premier conseil, c'est l'origine. Origine France. Voilà. Moi, c'est le premier conseil que je donnerais, et je l'applique à moi-même quand j'achète des champignons autres que les miens. Je regarde d'où ils viennent, clairement. Donc c'est ça le premier conseil, c'est l'origine. Et quelles actions locales en tant que citoyen je peux entreprendre pour favoriser toutes ces démarches-là, comme ta démarche, donc acheter un peu plus local? Est-ce que tu vois d'autres lieux pour acheter des champignons? Est-ce qu'il y a d'autres actions que nous, on peut entreprendre à notre échelle pour favoriser le type de projet comme le tien? À votre échelle, l'action... moi, je pars du principe que tout citoyen peut être acteur du développement durable, clairement. Typiquement, faire son compost, alors même en appartement, même si ça paraît un peu saugrenu, personnellement, je le fais. Donc, il y a une multitude d'actions, en fait, qu'on peut faire... ne plus jeter ses biodéchets dans sa poubelle, juste ça représente un tiers des poubelles, de nos poubelles, les biodéchets. Donc il y a plein de petites actions comme ça qui sont à mettre en œuvre, des trucs tout bêtes, mais débrancher la télé avant de partir, ou la multiprise, voilà, il y a plein de... Là, je pourrais t'en citer plein, mais oui, il y a plein de petites actions, et malheureusement je suis pas le bon Dieu pour donner tous ces conseils, mais oui, il y a pléthore d'actions à mettre en œuvre, clairement. Et tu as parlé justement d'avoir son propre compost chez soi, toi qui es maître composteur, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour en commencer un? Qu'est-ce qu'il faut acheter pour commencer? Est-ce que tu as... Ouais, il faut pas grand-chose. Moi, j'ai... Alors déjà, il y a des composteurs qui existent, qu'on peut acheter tout prêt. Moi, j'ai acheté un bac, une caisse de rangement que j'ai trouvé chez Ikea, que j'ai percé de petits trous. Et le plus difficile, c'est de trouver de la matière sèche, parce qu'un compost, c'est composé de matière humide et de matière sèche, matière carbonée et azotée. Le plus compliqué, c'est la matière sèche. Moi, mes biodéchets, toutes mes épluchures, après il faut cuisiner du frais, effectivement, c'est sûr que si on fait des plats cuisinés, c'est pas très intéressant, mais moi mes biodéchets, ils vont tous dans mon composteur que j'ai fabriqué moi-même, qui est pas très compliqué, pas sophistiqué, du tout, juste percer de petits trous, je mets mes biodéchets dedans, je mélange avec un peu de broyat, de feuilles, voilà, et en fait c'est juste ça un compost, c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, c'est sûr que c'est compliqué
à mettre en œuvre dans un appartement. J'ai la chance d'avoir un petit balcon, donc moi il est dehors, mais après on peut faire aussi du lombricompostage, donc là qui peut être en intérieur. Donc là c'est en fait avec des lombriques, des vers de terre. Et les gens me disent souvent ouais mais ça pue. Non, ça pue pas. Si c'est bien géré, si le compost est bien fait, bien mélangé, bien remué, ça ne sent rien. Et comment, un petit tips, moi d'expérience, j'arrive pas à le faire, j'ai essayé cet été sans des moucherons. Est-ce que tu as des techniques pour éviter les moucherons ou... Ouais, il y a une technique toute simple, c'est-à-dire en fait recouvrir ta matière humide par la matière sèche. Donc en fait, la plupart du temps, quand il y a des moucherons quand les moucherons arrivent, c'est parce que il y a des pots de banane qui dépassent, de la tomate, etc. L'idée, c'est vraiment de recouvrir la matière humide par la matière sèche. Et là, juste ça, déjà, ça réduit sensiblement la population de moucherons, clairement. Avant de faire un piège à moucherons avec du vinaigre. Exactement. On arrive dans les dernières questions. Est-ce que toi, tu as des ressources et des livres à conseiller à nos auditeurs ? Un livre à conseiller, l'avant-dernier que j'ai lu, qui s'appelle Vers une sobriété heureuse. Donc c'est un livre de Pierre Rabhi qui nous explique en fait tout simplement comment lui il a choisi de vivre, alors pas en retrait de la société, mais de vivre avec moins de choses. Et il explique en fait tout simplement qu'on n'a pas besoin de trop de choses pour vivre. Et ce livre, il m'a vachement marqué et je l'ai lu justement quand j'ai quitté mon boulot et quand je me suis lancé dans ce projet-là. Et il m'a vachement aidé. Il y a des petits conseils à l'intérieur, des petits conseils de vie. Ouais, c'est un livre assez sympa à lire, qui est assez rapide à lire et qui est très intéressant. Je valide, j'ai lu aussi. Ah ben voilà. Est-ce que tu en as un autre sur plutôt les champignons ou si les gens veulent découvrir un peu sur plus les champignons, il n'y a pas grand-chose. Des bouquins sur les champignons, moi j'en ai pas, j'ai pas lu de livres sur les champignons. J'ai lu des choses sur les champignons, mais de livres à proprement parler, non, j'ai pas de livre. Il y a un livre qui a été écrit par Paul Stamets, qui est un Anglais, je crois. Et je pourrais plus vous dire le titre, mais c'est un énorme pavé. Enfin, c'est pas intéressant. Il y a que des noms scientifiques, des choses. Enfin voilà. Mais sur les champignons, non, j'ai pas de livre en particulier à donner. En tout cas, ceux qui veulent découvrir un peu plus, il y a plein de ressources sur YouTube en tout cas. Oui. Je vais regarder pour préparer cette interview. Ça, c'est vrai. Il y a plein de techniques pour faire des pleurotes. Ouais, s'ils veulent le c'est faire. vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et dernière question, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Alors pas forcément quelqu'un, mais plutôt un format. Ça serait intéressant de faire un débat en fait à plusieurs, avec plusieurs invités qui ont des projets un petit peu atypiques. Exactement. Donc oui, plutôt une table ronde. Ça serait sympa de. Sur quel sujet ? Sur le développement durable, sur les acteurs du développement, sur l'économie circulaire. Enfin dans la mouvance de ton podcast d'émergence. Donc ça serait intéressant de réunir plusieurs acteurs autour d'une table et pour discuter de tout ça, de l'agriculture. L'agriculture, ok, non mais c'est noté, de toute façon c'est un sujet infini. Ouais, on va essayer d'aller à la campagne prochainement pour voir comment ça se passe là-bas aussi. Dans la vraie vie. Ouais, hors de ce cadre urbain. Ouais, exactement. Et en tout cas Alex, c'était ma dernière question, je te remercie pour ton temps. Merci à toi. Et où c'est que les gens peuvent te retrouver sinon ? Alors ils peuvent me retrouver sur Instagram qui s'appelle Les Pleurotes de Paris, et un site internet va arriver je pense d'ici la fin de l'année ou début 2020. Qui sera sous Biofield ou Les Pleurotes ? Qui sera Pleurotes de Paris. Ok, top, mais je mettrai les liens dans tous les cas dans l'article. Mais je te remercie. Merci à toi. Je te souhaite bon courage pour ce beau projet. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre newsletter, Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.